Bonjour et bienvenue dans Un autre chemin est possible, le podcast pour les personnes en chemin vers un métier de sens dans le bien-être ou l'accompagnement. Je suis Marion, je suis docteure en pharmacie et naturopathe pour vous aider à prendre soin de vous au quotidien et également coach pour accompagner les personnes dans leur reconversion et lancement d'activité vers les métiers du bien-être et de l'accompagnement. C'est un chemin que j'ai moi-même entrepris il y a 2 ans parce que je crois qu'un autre chemin est possible. Un chemin où l'on prend soin de soi, où notre activité professionnelle elle est riche de sens, elle est alignée avec nos valeurs et notre mode de vie. Parce que je crois qu'on peut choisir et se réinventer. Ici, pas d'utopie. Dans ce podcast, je vous partage mon parcours, mes défis, mes victoires, mes réflexions et une dose d'inspiration pour traverser le chemin passionnant de l'entrepreneuriat tout en prenant soin de vous. Mais aussi des interviews de personnes inspirantes qui ont pris un autre chemin et qui vivent aujourd'hui leur activité. Après tout, si c'est possible pour elles, alors pourquoi pas pour vous? Si vous aimez ce podcast, vous pouvez me soutenir en vous abonnant sur vos plateformes d'écoute préférées, vous pouvez le noter ou laisser un petit commentaire et le partager autour de vous. Je vous laisse avec l'épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Un autre chemin est possible. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour un épisode interview avec Jennifer R. Smith, une naturopathe, traiteur et autrice que j'adore, qui m'a énormément inspirée et vous verrez son partage, il est tellement plein de générosité et d'authenticité. Donc je vous laisse avec l'épisode et je vous retrouve juste à la fin. Bonjour Jennifer. Bonjour Marion. Ça me fait trop plaisir d'être là avec toi aujourd'hui. Déjà, merci pour ton temps. Je sais que la période de Noël est chargée et que tu as un emploi du temps assez dense. Donc, merci de m'offrir ce temps-là et aussi pour nos auditeurs. Donc, pour moi, c'était important de te recevoir parce que déjà, quand j'ai voulu devenir naturopathe, assez rapidement, tu as fait partie des personnes que j'ai découvert et dont le parcours m'a beaucoup inspirée. En fait, ce qui m'a particulièrement inspirée chez toi, c'est le fait de construire une activité très unique à partir de ce que tu savais déjà faire, à savoir le graphisme, la pâtisserie, et rajouter la brique naturo. Et en fait, c'est comme si tu avais secoué tout ça dans un shaker et que tu avais créé cette activité. À l'époque, c'était particulièrement autour de plus de la pâtisserie. Peut-être que maintenant, tu as évolué un peu plus sur la cuisine en général, je sais pas. Mais en tout cas, de créer ces gâteaux qui étaient hyper esthétiques et en même temps sains, donc qui combinaient toutes les qualités que tu avais pu déjà développer. Donc j'ai trouvé ça hyper inspirant et quand on s'est rencontrés il y a quelques semaines au moment de la sortie de ton livre dans une librairie, tu faisais une conférence avec Elvira pour le manuel gourmand de la ménopause. Du coup, j'ai sauté sur l'occasion pour te proposer de participer à ce podcast pour raconter ton parcours qui, j'espère, inspirera du coup les personnes qui sont en chemin justement vers une activité du bien-être parce que c'est de ça dont on va parler. Merci Marion. Bah oui, écoute, non, avec grand plaisir. En plus, je trouve que c'est pas évident, effectivement, quand on a le nez dans la formation, de savoir comment on va pouvoir mettre en place une activité. Il y a ce qui existe déjà, il y a ce qu'on pressent, et puis il y a aussi des réalités financières et des envies. Donc, il faut faire cohabiter tout ça, et c'est pas toujours très évident. Donc voilà. Ouais, complètement. Et d'autant plus que dans la formation, en tout cas la formation naturo telle que je l'ai vécue, et nous on a fait la même formation, tu étais au Sénato également. Au Sénato, ouais, bien sûr. Et tu vas nous raconter du coup comment tu as vécu la formation, mais c'est vrai qu'on nous prépare avant tout à la consultation, à une activité de naturopathe en cabinet. Et du coup, dès lors qu'on veut créer autre chose, c'est un peu plus l'inconnu. Donc c'est pour ça que ton partage est intéressant. Moi, je trouvais qu'il y avait le cours de Aude à la fin de la formation qui était incroyable. Enfin, elle avait un cours justement sur le lancement de l'activité, qui était extrêmement bien fait et je trouve qu'il devrait être un peu plus tôt déjà dans la formation parce que il faut quand même un petit peu réfléchir en amont. Et puis aussi, je trouve qu'il mériterait au moins 2, 3 cours, mais effectivement, moi, il y a vraiment une partie que j'ai gardée en tête par rapport à ce qu'elle nous disait. C'était que il fallait construire un business un peu justement pas avec une activité, mais pas forcément mettre tous ses œufs dans le même panier. Et la structure qu'elle proposait, moi, ça a été extrêmement inspirant pour moi, d'avoir les projets rémunérateurs, les projets créatifs moins rémunérateurs, les projets récurrents qui tombent un petit peu comme elle appelait ça les petits projets vaches à lait, je crois à l'époque, mais ce qui était un peu marrant par rapport à la naturopathie, mais
En tout cas, moi, j'ai toujours, depuis la fin de ma formation, réfléchi comme ça et ça m'a beaucoup aidé à me dire, OK, ça, c'est un projet rémunérateur, ça, c'est un projet créatif, ça, c'est un projet qui sera pas rémunérateur, mais je vais apprendre beaucoup, je vais rajouter une corde à mon arc. Après, il y a les projets aussi qui permettent aussi la visibilité, la médiatisation. Donc, il faut un petit peu composer tout comme ça. Et c'est ce qui est chouette, c'est de se dire qu'il y a plein de formules à mettre en place, y compris des formules qui n'existent pas encore et qui sont propres à chacun et chacune en fonction de ce qu'on a déjà comme bagage. Moi, je sais pas toi, mais dans ma formation, il y avait des gens qui venaient de la cosmétique, il y avait des gens qui venaient du pharmaceutique. Et en fait, c'est génial à la fin de la formation, de rassembler un peu tout ce qu'on est. Il y avait pas beaucoup de gens qui étaient 100% naturaux, il y avait tout un bagage avant. Et c'est super de faire le point sur tous ces bagages, de les rassembler et de définir son identité et de la faire exister telle qu'elle. Je pense qu'il n'y a rien de plus important que voilà d'essayer de proposer quelque chose qui soit vraiment de l'ordre de notre couleur, de notre identité profonde. Et c'est ce qui fait un petit peu qu'on se démarque ou pas. Donc voilà. Ouais, complètement. Et tu as raison, c'est comme ce sont des métiers de reconversion, dans les formations, ce sont des gens qui arrivent avec des bagages extrêmement différents et c'est ça qui en fait la richesse. Mm. On n'arrive pas à tout nu. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Oui, tu as raison, on n'arrive pas tout nu et on n'est pas les débutants quand on commence, on arrive avec quelque chose. Voilà. Avant qu'on aille plus loin, justement, dans tous ces conseils, peut-être pour les personnes qui te connaissent pas, est-ce que tu peux nous parler de qui tu es et de ton activité telle qu'elle est aujourd'hui? Bien sûr. Alors moi, j'ai fait l'école Boulle, qui est une école de design à la base, qui est vraiment une formation que j'ai fait après le baccalauréat. J'ai travaillé plusieurs années dans justement le graphisme et le design. J'ai travaillé pour une entreprise qui s'appelait Deezer à l'époque, enfin, qui existe toujours d'ailleurs. C'est un site de streaming de musique. Après, à la naissance de ma fille, à 8 ans, j'ai eu envie de travailler dans les métiers de bouche parce que mon compagnon était déjà restaurateur. Et j'aimais beaucoup le côté immédiateté, concret, entrée de la restauration. C'est-à-dire, voilà, on achetait une matière première, on la transformait avec beaucoup de plaisir et on la vendait. Et surtout, le retour était immédiat. Il y avait quelque chose de les gens, ils étaient contents, pas contents, c'était immédiat. Il y avait quelque chose de concret. Et ensuite, donc je suis partie dans la pâtisserie parce qu'il y avait une dimension esthétique et technique qui était très proche du graphisme et qui me plaisait. Mais il y avait un vrai vide par rapport à justement tout ce qu'on ingurgitait, c'est-à-dire les matières premières n'étaient pas vertueuses. Il y avait aucun lien qui était fait entre le fait qu'on mettait des choses dans notre bouche qui n'étaient pas forcément des choses très intéressantes, que ce soit le sucre, mais bien plus encore. Et je me suis dit, c'est pas possible. Enfin, on peut pas faire comme si c'était décorrélé de la santé. Et, euh, et la naturopathie est venue effectivement à ce moment-là nourrir mon travail de pâtissière de l'époque. Et donc j'ai fait bah voilà la naturopathie en même temps que je lançais mon activité de pâtissière, de traiteur. Et ça a nourri mon activité. Ça m'a permis de me démarquer, de proposer des pâtisseries un petit peu plus pas forcément vertueuses parce que ce serait contradictoire, mais en tout cas un petit peu plus réfléchi, voilà, de pas forcément mettre du sucre en grande quantité, d'aller plus sur des sucres complets, de sélectionner scrupuleusement les matières premières, d'aller vers du complet d'avoir une dimension un peu paysanne aussi, d'intégrer vraiment pleinement l'idée des fournisseurs, les gens qui me fournissaient voilà, les fruits, les légumes, d'être dans la saisonnalité, tout ça, de l'intégrer pleinement à mon activité. Et après, j'ai aussi ouvert mon service traiteur et je me suis fait connaître par mes petits biscuits fleuris à l'époque, qui aujourd'hui, clairement, bah voilà, ça a été un chapitre et je suis contente d'être passée à autre chose aussi. Et c'est aussi parce que naturellement, mon activité a évolué vers plus de salé. Voilà, j'avais besoin d'être encore plus verticale par rapport à la naturopathie justement et le bien-être. Et donc le salé est beaucoup plus cohérent par rapport à ça. Donc aujourd'hui, j'ai une activité de traiteur qui propose à la fois du salé, du sucré. Je travaille que pour les entreprises, l'événementiel, et j'ai aussi développé toute une activité d'autrice de livres qui me permet effectivement de voilà de me faire connaître, de parler de sujets qui sont intéressants pour moi déjà et puis pour le collectif et d'en apprendre plus sur ces sujets. Les livres, c'est aussi une occasion de creuser un sujet. Donc voilà. Ouais, et d'ailleurs, tes livres, ils sont vraiment géniaux. Bah Enfin, moi, merci. j'adore celui, mon préféré, je crois que c'est celui sur l'épicerie naturelle. Bah ça me fait très plaisir parce que c'est mon préféré aussi. Je crois qu'en toute transparence, c'est celui qui a le moins bien marché. Celui qui a le mieux marché, c'est pâtisserie naturelle, justement, le premier et dessert à la vapeur.
Mais épicerie naturelle, pour moi, c'est le plus naturel. C'est celui qui a été vraiment, ouais. Donc, merci beaucoup. Ça me fait très plaisir. Oui, c'est pour ça qu'il me parle, parce que comme tu dis, déjà, il aborde le salé que tu n'abordais pas dans les autres livres. Oui, exactement. Et en plus, cette vision de la naturo qui passe par ces petites choses qu'on peut rajouter dans nos assiettes, déjà pour commencer à transformer notre alimentation. Donc, il est vraiment chouette. Tout à fait. Ouais, et puis je trouve que, alors, en toute transparence, la naturopathie, c'est franchement, moi, mon cœur est 300% à la naturopathie, mais ça reste encore aujourd'hui, malheureusement, une discipline assez privilégiée pour les privilégiés, ne serait-ce que parce que bah, il faut les moyens aussi d'aller vers de la complémentation, qui est souvent assez chère. Et je trouve que déjà par l'assiette, d'un point de vue créatif, on peut faire des petites choses. On peut faire des petites complémentations simples par l'assiette sur le long terme, intégrer du bon sens, des petits gestes qui vont voilà optimiser la santé. Donc merci parce que ce livre c'est vraiment mon préféré pour ça. Il a ce côté accessible qui était important pour moi. Ouais, carrément. Donc, je remettrai les liens vers ce livre dans la description de l'épisode. Et qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui dans ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'anime le plus? Alors aujourd'hui, là où je suis, justement, après 8 années d'activité professionnelle et naturopathie, j'ai envie d'avoir un combat un petit peu plus politique. C'est-à-dire justement rendre la naturopathie plus engagée, plus politique. Euh, Ça va plaire peut-être moins au grand nombre, mais c'est important pour moi. C'est-à-dire que là aujourd'hui, je ressens personnellement, intérieurement, que je peux plus être dans une dimension, voilà, de prôner certaines choses inaccessibles dans mon quotidien, dans les gens que je rencontre. J'ai vraiment envie d'aider concrètement. Et ce qui m'anime, c'est de rendre la naturopathie plus accessible. Donc, les ateliers pour le plus grand nombre. Je remarque aussi que même si j'adore le format consultation, il est à la fois chronophage et peu efficace, à mon sens, dans ce que j'ai pu mettre en place. C'est un format justement privilégié, donc ça, je le garde. Mais je trouve que le travail en groupe est très, très puissant. Donc, il y a un moment donné où je trouve que prendre les gens par la main, faire un petit travail de justement d'atelier en groupe concret sur des thématiques très pratico-pratiques de la vie quotidienne et de l'alimentation, pour moi, ça, c'est quelque chose que je trouve très immédiat, efficace, tout de suite. Et la dynamique de groupe, elle est géniale parce qu'après, les gens peuvent être en lien, communiquer, créer ensemble. Et donc, ce qui m'anime aujourd'hui, c'est de rendre les choses plus accessibles, politiques et engagées. Voilà. Ok, trop bien. Et justement, aujourd'hui, tu as gardé une activité de consultation ou t'en as fait à un moment? Comment ça s'est passé? Alors, je l'ai toujours gardé, j'ai juste jamais communiqué dessus parce que je trouve que le travail de. Alors, au Sénato, c'est Marie-Joseph Dreher qui avait un très beau discours là-dessus, qui m'a en tout cas, moi, beaucoup inspiré. C'est pas la même chose de se former à la naturopathie et d'être thérapeute. Suivre les gens dans la santé, c'est quelque chose de très. Il faut brasser de l'humain, il faut avoir les pieds sur terre, il faut être dans le terrain. Et le travail, enfin, le côté un peu plus médiatique, la dimension un petit peu plus, justement, prendre la parole, elle est parfois pas très, très alignée avec le fait, justement, du travail avec les gens, la proximité. Donc, j'ai gardé les consultations un petit peu de manière, comment dire, j'ai pas communiqué dessus. C'est plus bouche à oreille. C'est important pour moi de garder les consultations pour garder les outils, garder la logique des bilans, d'être vraiment d'avoir la caisse à outils toujours disponible. Mais je trouve que être thérapeute et suivre les gens dans la santé, c'est un vrai engagement. Donc c'est quelque chose que je garde en marge, mais c'est pas mon activité principale. Et aussi parce que la partie financière, elle est compliquée. Si tu fais que ça, c'est compliqué, je trouve. Hmm. Ah, c'est étonnant, tu vois, je le découvre, je savais pas du tout. Je pensais que tu en avais fait. Je le dis Ouais, pas. Non, non, je l'ai toujours fait, j'ai toujours gardé, et encore aujourd'hui, mais je communique pas ok. dessus. Oui, et puis parce que aussi tu as ton autre activité qui te prend aussi beaucoup de temps et tu serais sûrement débordée de demandes aujourd'hui si tu avais peut-être. En fait, c'est ça. Et j'ai aussi envie d'attirer des gens justement plus enfin, presque un peu dans l'anonymat. Les gens que je suis aujourd'hui, ils savent pas forcément toujours ce que je fais, connaissent pas ni mon compte Instagram, connaissent pas forcément mon travail visible. Et ça, je trouve ça très bien. Je trouve ça très très bien. Ouais, c'est comme si c'était vraiment deux facettes de toi qui se complétaient. Moi, je trouve, voilà. Ce qui m'empêche pas après de leur parler, par exemple, de recettes ou de leur proposer des bouquins que j'ai pu écrire. Mais en première intention, le travail, il se fait justement un petit peu plus, voilà, un peu plus. Travail de proximité, pour moi, il est plus dans l'ombre, il est plus sur le terrain, il est plus anonyme. J'aime le fait qu'il soit plus anonyme, en fait. Et comment alors t'as fait concrètement pour lancer ton activité? Ça a été quoi les étapes de ton parcours entrepreneurial?
Moi, j'ai énormément développé l'aspect communication parce que je suis très bonne là-dedans. Enfin, en toute honnêteté, voilà, je suis une ancienne graphiste. J'ai beaucoup travaillé dans la com. J'ai fait partie vraiment voilà, des personnes qui ont très bien compris l'outil Instagram tout de suite. Donc, ce que j'ai fait assez intuitivement sans me rendre compte, c'est construire une communauté forte en étant généreuse, en donnant du contenu. Donc, tout ce que je pouvais apprendre en naturopathie, je le communiquais euh, à travers des recettes, à travers voilà des photos, des petits reels par la suite, mais aussi des petits lives sur des thématiques qui m'intéressaient. Et après, la communauté forte a été justement un moyen, soit de vendre des livres, soit de vendre mes guides auto-édités aussi, et d'être repéré par des marques qui après m'ont fait travailler justement. Donc il y avait vraiment une dimension, voilà, créer une communauté forte. Être, et pour moi, le mot d'ordre, c'était la générosité, être vraiment généreuse. Et après, cette communauté a été vraiment, ce sont les personnes qui m'ont soutenue financièrement. Voilà, même pendant le Covid, où par exemple mon activité de traiteur a été ralentie, quand j'ai proposé mes guides auto-édités ou des ateliers en ligne, bah, ma communauté a été au rendez-vous. Donc je suis extrêmement reconnaissante de ça. Hmm. Et tu l'avais créé à peu près. T'as commencé à être sur Instagram il y a combien de temps? Il y a 8 ans. Il y a 8 ans, ouais. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, par contre, pour le coup, je suis beaucoup moins active parce que c'est aussi un outil que je trouve extrêmement chronophage, qui peut vampiriser la vie. Et c'est ce que je te disais aujourd'hui, mon envie est d'aller beaucoup plus sur le terrain, de me détacher de ces outils de communication. Aujourd'hui, j'ai l'impression que voilà, ça m'a permis de me faire connaître. Et maintenant, j'ai plutôt envie d'être moins visible. Hmm. Ouais, je comprends complètement. Et puis, t'as été aussi sur Instagram à une époque où le réseau, enfin, quand t'as commencé, le réseau était aussi différent. En 8 ans, il a évolué. Totalement. Ah oui, là, aujourd'hui, il a énormément évolué. Et tu vois, aujourd'hui, les formats des petites vidéos, le format très rapide, le format presque un peu plus proche de TikTok ne me convient pas du tout. C'est pas ma personnalité, donc je sais que je vais pas faire partie, dans les années à venir, des personnes qui vont être sur ce créneau-là. Ça me convient pas. Ça m'a très bien convenu l'aspect esthétique. Utiliser le beau et l'esthétisme pour parler de la naturopathie, pour parler de mon travail. Mais aujourd'hui, c'est plus ça, donc je vais me retirer. Ça me va très très bien, en fait. Ouais. Et comment t'as géré tes études de naturo? Donc, de ce que j'entends, tu lançais ton activité de pâtissière, tu faisais ta formation et t'étais jeune maman. Ouais. En fait, on était deux personnes dans la promo à avoir gardé une activité. Il y avait une infirmière et moi. Et les profs nous ont dit très vite qu'on n'allait pas tenir. Alors, on a tenu, mais on s'est toutes les deux effondrées à la fin de la formation. Moi, pour ma part, j'ai fait un burn-out. En plus, j'avais deux enfants en bas âge. Donc, je pense qu'il y avait une part d'inconscience et il y a eu une grosse crise de vie derrière. Mais ça a été super parce que justement, la naturopathie m'a permis d'avoir les outils pour traverser ça. Et, euh, et la crise de vie, elle a été super pour gagner en, comment dire. Bah, du coup, j'étais plus dans la surface, en fait. J'étais vraiment enfin, justement, j'étais beaucoup plus humaine, beaucoup plus vraie aussi dans mon discours. Je savais de quoi je parlais. J'avais touché des zones de vulnérabilité que j'avais pas eu avant. Donc, ça m'a rendu aussi plus sensible, plus crédible et d'en faire une force. Voilà. Tu faisais la formation en format week-end ou en semaine? Non, en format semaine, ouais. Ah, j'ai fait du 7 jours sur 7 pendant 2 ans et demi, ouais. Mais j'étais un peu hors sol, hein, j'étais un peu folle, hein, j'étais un peu, même je pense que mon rapport aux autres à cette époque-là, tout était dans l'urgence. Je me rappelle, même j'en parle aujourd'hui avec des gens avec qui j'ai fait la formation, et je pense que j'étais très impatiente, très rapide, très agitée. Donc en fait, au final, c'était comme s'il y avait une urgence, voilà, une urgence d'apprentissage. Mais la vie après, elle s'est occupée de moi, quoi. C'était super, voilà, elle m'a ramené à quelque chose de beaucoup plus profond. Donc, c'était bien de le faire comme ça parce qu'il fallait aller vite, je pense, à cette période-là et avoir une forme de zone, enfin, une forme d'inconscience pour avancer. Mais après, justement, le temps de la digestion m'a permis de mettre les choses un petit peu plus en ordre, de structurer l'activité. Et ça a été très bien comme ça. Et tu savais dès le départ que t'avais une vision claire de l'activité que tu voulais lancer ou ça s'est vraiment fait au fur et à mesure? Ah, pas du tout, pas du tout. Et moi, j'ai toujours été très honnête là-dessus. Je ne suis pas du tout issue d'une école de commerce. C'est-à-dire que j'ai pas une vision, genre, d'ailleurs, il nous parlait de ça, je crois aussi, dans le cours sur l'installation. Genre, une vision à 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Moi, là, franchement, je me suis dit, non, là, c'est super beau sur le papier. Moi, je suis incapable de faire ça. Je pense que j'ai une très grosse part d'instinct. Ce qui fait même parfois que je sais très bien ce qu'il faudrait que je fasse pour que certaines choses marchent, mais ça marche pas dans ma tête, ça veut pas, donc je n'y vais pas. Donc je pense que tout s'est fait de manière organique.
C'est vraiment la seule réponse que je peux te faire. Ça, c'est pas, y a rien qui a été calculé. Ouais. À partir de quand tu t'as pu vivre vraiment de ton activité? Comment les choses se sont mises en place? Oh, alors, comme j'ai tout fait en même temps, j'avais créé la communauté vraiment assez forte à la sortie de la formation Sénato. J'ai enchaîné très vite avec un bouquin. Donc tout ça, ça s'est enchaîné. Après, je pense que c'est là où j'ai eu ma période un peu difficile. Et c'est à ce moment-là que les demandes ont commencé à affluer. Déjà, de par le fait que j'avais sorti un bouquin, il y a eu une visibilité médiatique. Après la visibilité médiatique, il y a eu des propositions de travail rémunérées, vraiment intéressantes. Après, j'ai décidé aussi de me faire aider avec un comptable, avec un agent, enfin quelqu'un qui puisse faire tampon aussi et faire le tri. Et j'ai pris aussi un lieu qui m'a demandé aussi d'engager des frais fixes. Donc, je dirais que les 3 premières années, j'ai vivoté, c'est-à-dire j'ai pu me verser vraiment un tout petit salaire, mais vraiment qui payait plutôt les frais qu'autre chose. Et j'ai pu me verser un salaire de 1 500 euros. En fait, c'est comme si j'avais fait de la trésor pendant 3 ans. Et après, j'ai pu me verser un petit salaire de 1 500 euros et vivre sur la boîte. Et après, j'ai pu m'augmenter graduellement et vivre plutôt avec 2 500 euros. Et les bonnes années, me verser une petite prime pour être totalement transparente. Bah merci pour Non, non, mais je préfère être honnête parce que les gens ont toujours l'impression que parce qu'on le voit et tout. Enfin, non, non, vraiment, faut être honnête. Euh, mais c'est aussi parce que j'avais des frais fixes, j'avais un loyer, j'avais aussi, de par mon activité traiteur aussi, bah, une activité où j'achète de la matière première, où je payais des gens. Donc, les 3 premières années, je me suis pas versé vraiment de salaire. Et ça, voilà, j'ai un statut de privilégié, je vais avec quelqu'un qui a pu aussi financer davantage de choses pour la famille. Et moi, je rentrais à peu près 1 000 euros par mois pour voilà, contribuer quand même d'un point de vue familial. Mais c'est pas arrivé tout de suite, l'aisance. Et il faut être honnête avec ça parce que ouais, ça demande aussi bah, qu'on évalue cette partie-là. Mais il y a des gens pour qui ça peut peut-être aller plus vite, hein. Voilà. Oui, parce que comme tu dis, toi, tu étais dans une activité aussi qui avait des charges importantes. Ah oui, oui, ouais, voilà. Ouais. Mm. Ce qui est moins le cas de la consultation pour le coup. Oui, par exemple. Et qui est aussi moins rémunérateur. Enfin voilà, mais il y a plein de choses à prendre dans l'équation. Mais c'est intéressant que tu partages parce que justement, les réseaux, ils véhiculent beaucoup un côté success story Mm. et success story rapide. Mais en fait, comme tu dis, peut-être que pendant 3 ans, on te voyait sur les réseaux en pensant que bah, voilà, tu vis hyper bien ton activité. Alors que comme tu dis, à cette époque, tu te rémunérais pas. Donc c'est important. Ah, moi, franchement, pendant 3 années, les 3 années où j'ai été le plus généreuse possible, j'étais vraiment dans cette logique de donner, 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 mais sincèrement, je me suis pas payée. Et après, il y a un moment où ça a bloqué énergétiquement. Il y avait un vide, il y avait peut-être un peu une sensation qui commençait à arriver justement d'injustice, quoi. C'est-à-dire, bah non, j'ai aussi envie de vivre de mon activité. Et après, les choix de se payer plus, faire le point avec le comptable sont arrivés. Et c'était le bon moment parce qu'il y avait de la trésor pour le faire. Il y avait donc en fait, voilà, c'est pour ça que je te dis que les choix n'ont pas été calculés, mais ça s'est plutôt bien goupillé. Aujourd'hui, je vis très bien mon activité. Mais c'est aussi parce que en France, on a un super système. On a quand même des systèmes qui permettent des reconversions qui sont assez incroyables, hein. Moi, je suis franco-australienne, donc le système australien, pour être totalement transparente, il n'est pas aussi généreux sur les reconversions. Par contre, quand on est à son compte et quand on est freelance, on doit payer quand même une grosse partie de charges et c'est des choses qu'il faut savoir évaluer. Et c'est pour ça qu'il faut pas hésiter à se faire aider. Voilà. Donc, il faut évaluer qu'à peu près tout ce qu'on rentre, eh ben, il y a 40% qui sont pas à nous. Et donc, voilà, faut l'intégrer. Et puis, il y a des paliers à passer, mais rien n'est infaisable. Enfin, c'est juste qu'il faut les connaître et pas hésiter ouais, voilà, à prendre des cours sur ces sujets-là, à faire des rendez-vous comptables. Surtout quand on n'a pas un ADN pratico-pratique ou pragmatique ou dans les chiffres. Mais voilà. Ouais, carrément. Ou qu'on vient du salariat, donc c'est une logique qui est totalement Ouais, différente, par exemple. ce qui était mon cas, mais ce qui était mon cas, et je pense sincèrement que j'ai mis des années à comprendre la logique de l'entrepreneuriat. Et parce qu'on se forme à la naturopathie, mais pas à devenir entrepreneur, c'est deux choses complémentaires. Totalement, totalement. Dans l'ADN de l'entrepreneuriat, il y a aussi un ADN un petit peu, c'est marrant, j'en parle beaucoup avec les copines entrepreneuses, mais il y a une ADN un petit peu, pas vampire, mais une énergie de gens qui veulent faire des choses, qui sont prêts à beaucoup pour faire des choses. On a un côté un petit peu, on en veut, on peut avoir un petit côté un peu arriviste aussi.
Et c'est tellement c'est ce que je te dis, c'est tellement à l'opposé de l'énergie du thérapeute, quoi. Donc, voilà, il faut avoir plusieurs casquettes, mais c'est vraiment sur le terrain qu'on a l'opportunité d'observer toutes ces petites choses qui se mettent en place. Voilà, faut être sympa avec soi-même parce que c'est pas facile. Et toi, justement, toutes les casquettes aujourd'hui dans ton activité, c'est quoi un peu ton quotidien et les casquettes que t'aimes ou t'aimes moins? Alors moi, la partie la plus rémunératrice, c'est vraiment les événements pour les entreprises, catering, parce que c'est là où il y a le plus de budget. Donc, et aussi parce que bah il y a des budgets alloués pour ça. Donc c'est faire à manger pour les entreprises, c'est vraiment la partie la plus rémunératrice. Après, j'ai les petits projets type les collaborations, les partenariats avec les marques qui vont tomber de manière un petit peu plus aléatoire et qui vont faire que je fais des bons mois ou des moins bons mois. Après, d'un point de vue, à un moment donné, j'avais beaucoup développé aussi la gamme d'épicerie pour les particuliers. Ça, j'adorais ça parce que bah, c'était un peu mon petit côté vache à lait, justement. Je faisais des petits produits d'épicerie que je vendais via mon site. Et après, la partie médiatique, type écrire des bouquins, pas du tout rémunératrice. Là, faut être honnête aussi avec ça, mais par contre, qui permet une visibilité médiatique. Et après, la partie vraiment anonyme, ce que je te disais, quelques consultations dans le mois où je travaillais vraiment mes bilans, où je travaillais vraiment mes programmes d'hygiène vitale et qui me permettaient de garder le lien et qui me permettaient de garder aussi les outils. Voilà. Et du coup, dans tout ça, qu'est-ce qui t'éclate le plus? Bah, aujourd'hui, je suis un peu fatiguée de l'événementiel, mais je peux pas m'en passer parce que c'est la partie qui me fait vivre. Mais je suis en train d'apprendre à déléguer cette partie-là. Donc vraiment euh, travailler les recettes, mais ne plus être à la prod, ce qui me permet de me dégager du temps pour faire beaucoup plus de consulting, de faire des projets qui peuvent m'animer pour, par exemple, végétaliser des cartes pour des restaurants et continuer à écrire des livres aussi. Et la partie plus médiatique. Et après, comme je te disais, commencer à travailler aussi sur une dimension plus accessible, plus engagée, plus politique. Et ça, c'est pas pour tout de suite, mais c'est ce que vraiment, c'est ce qui m'anime et c'est ce que je suis en train de mettre en place. Ouais, c'est vers ça que tu vas en tout cas. Oui, c'est vers ça que je vais. Mm. J'entends qu'il y a eu des moments de doute dans toute cette activité. Ouais. Ah ouais, moi je suis Alors là, moi je partage, il n'y a pas de problème, je le dis beaucoup. Ouais. Et est-ce que tu vis encore ça? Comment tu traverses les moments de doute? Bah, c'est marrant parce que là, je pense que j'ai gagné en maturité. Les premières années de l'activité, j'avais un côté interventionniste, c'est-à-dire un problème, une solution. Et ce qui me faisait agir, c'était un peu la peur de manquer, la peur de ne pas rentrer assez d'argent. Euh, Moi, voilà, j'ai construit mon business en sachant qu'il faut que chaque mois, je rentre une certaine somme d'argent. Voilà. Et aujourd'hui, je suis en train de plus lâcher ça. C'est-à-dire que bah, peut-être que les années ont construit aussi une sécurité, ce qu'on appelle un fonds de roulement. Voilà. Et du coup, je suis en train d'être moins dans ce rapport à la peur et à l'anxiété et, euh, et plutôt au fait d'accueillir. Donc là, aujourd'hui, ça va mieux, mais il y a eu un moment où les périodes de doute, je les traversais en étant voilà, interventionniste. Aujourd'hui, les périodes de doute, je les traverse en étant le moins interventionniste possible. Voilà. Ça peut être étonnant, mais ça marche bien aussi. Oui, et c'est peut-être ce que nous invite aussi la naturopathie, quelque part. Enfin, La vraie naturopathie. Moi, entrepreneuriat, les vraies naturopathies apprend ça aussi. Et apprend aussi qu'il y a un contexte sociétal et collectif en ce moment qui n'est pas forcément très simple. Et aussi de pas prendre les choses pour soi. Parfois, on peut avoir un côté aussi où on fait beaucoup, on donne beaucoup. On va passer beaucoup de temps à créer du contenu, à essayer de faire en sorte que ça marche. Et par exemple, le bénéfice de ce qu'on reçoit peut être un peu déséquilibré, ça peut nous rendre un petit peu amer, mais il faut aussi recontextualiser. En ce moment, on est dans une période qui est pas simple. Donc, faut faire avec. Voilà, faut toujours savoir comment on a envie d'avancer. Et je pense aussi qu'il faut pas avoir peur des échecs. C'est-à-dire que là aussi, moi, je suis très généreuse là-dessus. Je communique beaucoup sur parfois des moments où j'ai voulu faire des choses qui n'ont pas marché, euh, ou par exemple des collaborations où je me suis beaucoup investie et où j'ai été déçue. Il faut accepter ça. Après, l'avantage, c'est la richesse et c'est le fait de ne jamais s'ennuyer. ça a été quoi, par exemple, un échec cuisant pour toi qu'aujourd'hui tu as retiré une belle expérience? Euh, un échec cuisant. Bon, peut-être pas cuisant, mais Non, pas des échecs cuisants. Pas des échecs cuisants, mais plus des déceptions, peut-être des grandes implications dans des projets ou qui marchent pas.
Et comme je te dis, le fait d'accepter que c'est pas forcément, que c'est pas personnel en fait, que c'est contexte. J'ai beaucoup travaillé sur un projet justement de développement. C'était pas pour moi, c'était en consulting pour une chaîne de restaurants bio engagés, un vrai travail de sourcing. Ça a été un travail qui a été énorme et ça n'a pas marché. Et c'est vrai que bah parfois c'est dur aussi de d'accepter qu'on peut faire, on peut avoir le syndrome de la bonne élève ou du bon élève dans les projets et c'est pas ce qui est attendu. Ça marche pas. Et parfois c'est un peu difficile ça aussi, ouais. Mm. Ouais, je comprends. Et justement, en tant que naturopathe, toi qui accompagnes aussi les personnes à prendre soin d'elles, tu fais quoi toi pour prendre soin de toi? Alors moi, justement, j'ai la chance d'être entourée de quelques personnes thérapeutes qui m'aident énormément. J'ai appris aussi à prendre soin de moi comme ça. Et aujourd'hui, ce qui m'aide le plus, moi, c'est les techniques qui passent par le corps. C'est-à-dire que pour vraiment débrancher la machine, j'ai besoin de dégommer le mental. Et donc, dans mon chemin justement d'outils naturaux, aujourd'hui, vraiment, ça va être le shiatsu, par exemple. J'ai un thérapeute qui m'aide et qui me fait des séances qui vont durer 2 heures et qui m'aide à débrancher la machine et qui m'aide à contacter des zones de déconnexion profonde que je ne pourrais pas contacter toute seule. Et donc j'ai la chance, je pourrais dire, d'être bien entourée. Ouais, bien sûr. Enfin, il y a déjà le soin qu'on peut s'apporter à soi-même et d'avoir des thérapeutes qui nous aident pour aller, comme tu dis, des endroits où tu peux pas aller toi-même toute seule. Ouais, et puis je pense que bah, les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés. Donc, sincèrement, je pense avoir les outils pour parfois m'aider, mais j'hésite. En fait, moi, le meilleur conseil que je puisse donner, c'est qu'il faut pas hésiter à demander de l'aide. Euh, ouais, pas hésiter à demander de l'aide et à accepter d'être dans une vraie relation thérapeutique, c'est-à-dire à se laisser porté par des gens qui peuvent vous aider mieux que vous-même. Enfin, vraiment, sincèrement, enfin, sans lâcher la souveraineté de soi-même. Mais en tout cas, moi, je pense que parfois, entre ce que je dis et ce que je fais, oui, il se passe, il y a un peu il y a un peu d'écart. Ben ouais. Donc voilà. Et au niveau de ton entreprise, tu disais, tu t'es beaucoup fait accompagner sur la partie comptabilité, par exemple. Est-ce que Oui, ouais, ouais. sur quoi d'autre, tu vois, qu'est-ce qui t'a aidé à... La négociation, c'est-à-dire, j'étais pas forcément très bonne négociatrice sur des projets avec des grands groupes, des grandes entreprises. Donc à un moment donné, j'ai pris un agent en fait qui faisait tampon, moi j'étais vraiment dans la partie sympathique de faire des projets ensemble après avoir été vraiment lésée sur des projets, je me suis dit plutôt que d'être amère, j'accepte que c'est une partie qui est pas mon point fort, donc je me fais aider. Donc j'ai pris une agent à qui je versais 10% dès qu'un contrat était signé et qui se chargeait de la partie négociation. Et ça, j'ai trouvé que c'était très, très, très intéressant. C'est ça, je reviendrai pas en arrière, par exemple. Mm. Oui, comme ça, tu restes dans ta zone de génie, comme on dit, et de... De générosité, de génie, d'échange, de proposition, enfin, d'être toujours dans le côté, ouais, c'est trop cool, faut qu'on fasse quelque chose ensemble. Et dès qu'on commence à rentrer dans le dur d'un projet, bah, c'est pas moi qui gère la partie un peu désagréable. Voilà. Ouais, carrément. Comment tu dois évoluer à l'avenir? Tu disais par quelque chose de plus politique, peut-être plus en retrait des réseaux. Oui, plus politique, plus rentrer des réseaux. J'adore. Là, de plus en plus, je suis en train de mettre en place des ateliers et du travail avec des associations. Et ça, c'est ce qui m'anime. Mais bon, il n'y a pas la partie rémunératrice aujourd'hui, mais c'est vraiment ce qui me nourrit le plus. Et après, l'évolution, j'en ai aucune idée. Et ça a toujours été mon mot d'ordre, donc ça n'a pas changé. Je peux pas te dire comment les choses vont évoluer. Ouais, bien sûr. Et puis, comme tu dis, c'est ta façon de faire de manière très organique Exactement. Mm. et de voir au jour le jour. Mais par contre, vraiment, mon leitmotiv et mon curseur, c'est la joie. La joie et l'envie d'aller dans les projets. Enfin, je pense que j'ai vraiment une capacité quand on me propose des projets et j'adore collaborer avec des gens. Je trouve qu'en plus, nous, en tant que thérapeutes ou entrepreneurs, on a besoin de rechercher le travail en groupe parce qu'on peut vite être tout seul aussi dans notre activité. Donc, dès qu'on me propose un projet et que je vois qu'il y a des lumières qui s'allument partout, ça, j'adore. Voilà, ça, c'est quelque chose que j'identifie comme étant quelque chose que je veux garder. La capacité à être toujours emportée, animée, partante pour des projets. Jamais de lassitude, jamais de... Et quand il y en a, c'est que je me dis que là, va falloir envisager de transformer l'activité ou même de changer ou voilà. Ouais, complètement. Et qu'est-ce que, justement, tu verrais un piou-piou là qui démarre ou tu vois, même, enfin, moi, je suis assez débutante encore en naturo. C'est quoi le conseil que tu as à donner
à une personne qui traverse justement cette période difficile du début de l'activité, du lancement d'activité que tu as traversé? Je pense il faut avoir l'honnêteté très rapidement de voir si, en fait, quand on est à la bonne place, c'est fluide, c'est doux, ça roule. Forcément, il y a des efforts à fournir, mais en vrai, quand on est à la bonne place, en fait, on le sait. Quand il y a vraiment cette notion de on a l'impression d'avoir comme ça dans le mental quelque chose qu'on doit faire, mais ça ne marche pas. Il faut être attentif aussi à pas perdre du temps. Il faut avoir la capacité à regarder les choses si elles fonctionnent ou pas et à pas hésiter à dévier de ce qu'on s'était peut-être un petit peu dit au début. Enfin, ça, c'est moi. C'est parce que c'est ma façon de fonctionner, hein. Mais il y a des gens qui te diront à l'inverse qu'il faut garder un cap et tout. Moi, je suis plutôt attentive à ce qui, justement, ce qui est propice à faire évoluer les choses en fonction de l'air du temps, en fonction de, voilà. Moi, des fois, voilà, j'étais sûre que certaines choses allaient marcher, ça marchait pas. Pas hésiter à, voilà, pas perdre de temps. Oui, pas s'entêter dans quelque chose. Non, non, ouais, oui, ouais. Et puis, bah, effectivement, comme tu disais, la réalité financière, elle est concrète. Donc, être assez aussi lucide sur, moi, je disais tout à l'heure, que j'avais calculé un prix, qu'il fallait que je rende tous les mois pour vivre et être bien au bout d'un certain moment, au bout de certaines années d'activité. Il faut quand même un peu se poser sur la partie business plan, quand même, se dire peut-être, voilà, j'ai un an, 2 ans, au bout d'un an, 2 ans, faudra quand même que je me paye tant. Faut quand même un petit peu hésiter, enfin pas hésiter à regarder cette partie concrète parce que sinon on peut arriver à un endroit bah, où c'est compliqué, quoi. Mm. Ouais, complètement. Tu sais, j'ai l'impression que l'époque Covid, en particulier 2020, ça a été encore un pic de reconversion de personnes qui ont quitté leur travail et justement qui arrivent aujourd'hui sur le marché de l'accompagnement. Enfin, qu'est-ce que tu penses justement du fait qu'il y a une augmentation de plus en plus de personnes qui se dirigent vers ces métiers de l'accompagnement aujourd'hui? Ah oui, tu trouves ouais, qu'il y a de plus en plus. Bah, je me demande si c'est pas avant tout pour soi-même qu'on le fait déjà, et puis après, par extension, je pense que sur tous les, moi par exemple sur ma promo, il y en a pas tant que ça hein, qui sont devenus thérapeutes ou il y en a beaucoup qui sont retournés dans leur métier d'avant aussi parce qu'ils pouvaient pas vivre de la naturopathie. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'il faut être confiant sur le fait que la naturopathie, si vraiment on l'aime, elle nous accompagne toute notre vie, vraiment, sincèrement. Et, enfin, je veux dire, moi, mon amour pour la naturopathie est renouvelé en permanence, vraiment. Et après, bah, il y a des moments où elle est un peu plus au cœur de mon activité, il y a des moments où elle est un petit peu plus secondaire. Mais voilà, on est dans une société, il y a des réalités financières, on fait comme on peut. Il faut pas être trop dur avec soi-même. Peut-être que parfois, le projet qu'on avait envie de mener, il n'est pas réalisable tout de suite. Moi, par exemple, je dis toujours que un jour, je serai davantage thérapeute, c'est-à-dire que peut-être que financièrement, j'aurai la possibilité de lâcher toute la partie événementielle et tout ça qui est rémunératrice pour être vraiment, vraiment en contact des gens, sans trop me soucier de la partie rémunératrice. Et ça, c'est mon idéal. Mais aujourd'hui, c'est pas possible. J'ai 2 enfants, voilà. Je peux pas vivre la naturopathie comme je l'idéalise aujourd'hui, mais je sais que c'est vers ça que je vais. Donc, il faut être sympa avec soi-même, il faut se donner du temps aussi. Ouais, la notion du temps, tu as raison de le rappeler. Et vraiment la notion du temps. Et la naturopathie, elle nous accompagne. Elle fait partie de notre vie. Parfois, on peut la lâcher. Mais pour moi, globalement, quand même, quand on l'a en nous, et c'est là qu'on fait peut-être la différence entre les vrais naturopathes et ceux qui font ça peut-être par curiosité. Mais pour moi, la naturopathie, après, elle s'enrichit avec d'autres techniques, avec d'autres disciplines. Mais globalement, c'est quand même un mode de vie, c'est pas une mode. C'est quelque chose de sincère, très sincère, vraiment. Et ça, je pense que les gens le sentent aussi. Ça, je pense que les gens le sentent aussi quand on n'est pas très aligné entre ce qu'on dit et ce qu'on dégage. Ça, j'en suis persuadée. D'être vraiment dans le cœur, d'être vraiment dans le. Ouais, ça, j'y crois. Vraiment. Très, très fort. Et ce podcast, il s'appelle Un autre chemin est possible. Donc, selon toi, c'est quel autre chemin est possible? Pour toi ou pour moi? Non, j'ai envie de dire pour le monde et pour toi aussi. En ce moment, c'est très dur de pas se laisser affecter par l'actualité, on va pas se mentir.
Moi, là, j'ai vécu ces derniers mois une période où je me suis dit, bon, vas-y, je dépose les armes. C'est trop dur, c'est trop sombre et tout. Et je crois que vraiment la phrase de l'autre chemin est possible, c'est de toujours quand même chercher la petite étincelle qui fait que non, non, voilà, tu continues à te battre. C'est pas dire qu'il faut être complètement à côté de la plaque sur ce qui se passe, mais non, il faut quand même toujours garder cette petite lumière, un petit peu comme une petite bougie qu'on entretient. Faut pas lâcher ça, quoi, vraiment. Moi, j'y crois, vraiment. Mais c'est pas toujours évident. Mais un autre chemin est possible, vraiment. Comment tu la cultives justement cette étincelle quand il y a plus d'espoir? Moi, je reviens vraiment à l'intériorité. Je nourris mon monde intérieur. Ça peut être une période où je vais déconnecter, où je vais peut-être même annuler beaucoup de sollicitations extérieures et je vais revenir au cœur. Je vais revenir à moi-même et je vais essayer de recontacter ce qui m'anime au plus profond de moi. Voilà. J'essaye de pas perdre ce lien-là parce que si je le perds, je suis pas capable de sortir dans la matière des belles choses. Donc voilà. Et l'expérience m'a montré que revenir vraiment à soi, revenir au cœur, ça peut être par la méditation, ça peut être par des petits rituels, ça peut être par aller passer un petit moment dans la nature pour soi-même, euh, mais créer des moments où on se recontacte au plus profond, au millimètre au plus profond de soi. Voilà. Et est-ce que tu as une actu à partager? Alors, on vient de sortir un livre sur le manuel gourmand de la ménopause avec Elvira Masson. C'est un livre qui est voilà qu'on a fait parce que on trouve que comme tu sais dans la naturopathie, il y a la ménarche, la matrescence et la ménopause et que la ménopause est un des plus grands tabous de notre société. Le vieillissement est un des plus grands tabous de notre société et il y a un gros chamboulement physiologique dans la vie des femmes qui arrive à cette période-là qui est déroutant et dont on ne parle pas assez. Il y a beaucoup de d'autres cultures dans le monde où on en parle plus facilement. Et donc, on a voulu faire un livre qui soit à l'opposé de ce qu'on pourrait imaginer, c'est-à-dire la restriction, les régimes, mais plutôt un livre qui soit donc un livre de recettes, qui soit dans le plaisir et dans l'accueil de cette période, et comme une période pour faire le point sur soi-même. Donc voilà, Et il est vraiment top. l'édition du Seuil. Bah merci beaucoup, merci Marion. Les recettes sont très simples et accessibles. C'est ça, c'est pas, c'est beaucoup moins technique que par exemple que les livres sur la pâtisserie que tu avais pu faire. C'est beaucoup plus simple. C'était l'idée, ouais, totalement. Ah ouais, vraiment. On voulait que ce soit un livre beaucoup plus inspirationnel. Et il y a beaucoup de portraits de femmes qui viennent de cultures différentes, qui sont là pour témoigner aussi sur leurs pratiques culturelles ou culinaires et partager des tips. Donc voilà. T'as un dernier mot à ajouter, un mot de la fin? Non, je crois qu'on a vraiment tout dit. Mais c'était un vrai plaisir d'échanger avec toi, vraiment. Bah, merci infiniment, Jennifer, parce que c'était hyper transparent et je pense que ça fera vraiment écho pour plein de personnes qui sont dans ces études de naturopathie ou en tout cas dans cette activité, parce que je trouve que c'est un partage hyper généreux, encore une fois, à la hauteur de ce que tu fais et très franc et authentique. Bah, merci beaucoup, Marion. En tout cas, c'était un vrai plaisir. Et en plus, j'adorais justement l'axe dimension, se parler franchement que tu m'as proposé sur notre métier, qu'on aime, je pense, toutes les deux, et en même temps la réalité et les difficultés qu'on peut rencontrer. Donc, j'espère que, voilà. L'idée, c'était pas de déprimer les gens, c'était d'être Non, concrète et en même temps voilà, de donner des tips et des solutions. comme tu dis, il faut être réaliste et faut savoir les choses et en même temps, tu vois, tu es là aujourd'hui, donc tu as avancé avec tout ça. Merci Jennifer. Merci, Marion. J'espère que cette interview vous a plu autant qu'à moi. Moi j'ai adoré, je m'en suis vraiment ressortie reboostée et avec plein de pépites. Je retiens des conseils de Jennifer, déjà l'importance de construire un business qui est pluriel, multifacette et avec justement des facettes qui vont se nourrir les unes des autres. L'importance de construire une communauté qui va être forte en étant généreuse dans ses partages. J'ai été aussi très inspirée de sa manière d'évoluer en passant de interventionniste à plus dans l'accueil des problématiques et de les traverser. Je retiens qu'il ne faut pas prendre les choses personnellement, qu'il y a toujours ce contexte particulier qu'on vit en ce moment qui est toujours à remettre en perspective et que voilà, on vit une période qui n'est pas simple, il ne faut pas avoir peur des échecs, il ne faut pas avoir peur pour autant d'essayer des choses. Et toujours de rechercher la joie, d'être animé, comme elle dit, cette petite étincelle qui nous fait vibrer et qui nous fait tenir, justement, même dans ces phases de découragement. Donc si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter sur vos plateformes d'écoute préférées, à le partager autour de vous. C'est ça qui aide le podcast à se faire connaître et à soutenir mon travail.
Moi, je vous retrouve avec plein de nouveaux épisodes et des nouveaux invités, toujours pour partager autour de ce chemin entrepreneurial, autour du milieu du bien-être et de croire qu'un autre chemin est possible. D'ici là, vous pouvez me retrouver sur Instagram @marion.alvesdeoliveira ou sur mon site internet marion.alvesdeoliveira.com. Et si vous avez envie de vous faire accompagner justement dans votre projet professionnel, vous pouvez booker une séance découverte pour la rentrée et je serai ravie de vous accompagner sur cet autre chemin possible.